Rahim 07, comme James Bond 07. Pourquoi, d'après vous, le régime d'Alger a voulu passer sous silence la réunion de Madrid? Parce qu'il est gênant. D'abord, il n'a pas passé sous silence, puisqu'il y a 24 heures, 48 heures, on a demandé aux médias algériens, comme tout sur l'Algérie, d'expliquer la présence d'Ahmed Attaf et des représentants d'Ahmed Attaf et des représentants du ministère algérien des Affaires étrangères à cette réunion de Madrid. Je répète, la réunion de Madrid, c'était quoi? C'était récemment, la semaine dernière, je crois que c'était le 8 février, c'est ça? C'est même pas, c'était il y a une semaine. C'était le 8 février, vous me donnerez la date, j'ai oublié la date. Les États-Unis d'Amérique ont organisé pour la première fois, c'était la deuxième fois, parce qu'il y avait déjà une réunion aux États-Unis d'Amérique, dans une ville américaine qui n'était pas à Washington, entre une délégation du Polisario qui a été reçue par les autorités américaines. Et il y a eu une première entrevue, des premières négociations. À Madrid, au sein de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid, il y a eu le premier round de négociation, la première table de négociation. Alors, l'Algérie, elle est dans la gêne. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a jamais voulu négocier directement avec le Maroc. Le régime algérien, il ne veut pas, pour lui, c'est pas un problème. La propagande, la version officielle de la propagande en Algérie, c'est quoi? C'est que le conflit du Sahara occidental est un conflit entre le Polisario et le Maroc. L'Algérie n'est pas impliquée. L'Algérie soutient un principe qui est inscrit dans le droit international, qui est l'émancipation des peuples opprimés ou des peuples colonisés. Et le droit des peuples le droit à l'autodétermination des peuples anciennement colonisés. Ce qui est vrai, c'est un principe qui existe, et l'Algérie l'a toujours soutenu. Sauf que l'Algérie a soutenu ce principe à géométrie variable. Au Kosovo, l'Algérie n'est pas pour le peuple kosovar. Alors au Kosovo, je rappelle, ils ont subi plus de persécutions que les Sahraouis. Vous allez voir les massacres qui ont été commis par les Serbes contre les Kosovars musulmans, c'était chaud. Et s'il n'y avait pas l'intervention de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique dans les années 90, il y aurait eu de gros massacres. Il y a eu même des massacres, même des crimes contre l'humanité qui ont été commis au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine. Donc l'Algérie, elle applique ce principe, la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est la même chose. La Tchétchénie, Poutine, il a massacré les Tchétchènes. Et les Tchétchènes, ils étaient colonisés par les Russes. Ils ont créé un État dans les années 90. La Russie les a écrasés. L'Algérie n'a jamais soutenu l'indépendance de la Tchétchénie. Donc, l'hypocrisie du régime algérien, c'est quoi? C'est que il veut faire croire à ses compatriotes, à l'opinion publique internationale, que le problème est entre le Polisario et le Maroc. Sauf que le Polisario sans l'Algérie n'existe pas. C'est l'Algérie qui arme, c'est l'Algérie qui finance. Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits. Moi, je l'ai écrit. Noir sur blanc. C'est des faits, c'est vrai, l'Algérie soutient. Donc, les États-Unis d'Amérique, ils sont pas bêtes. Ils ont imposé à Tebboune. Il y avait à la fin du mois de janvier Massad Boulos qui est venu à voir Tebboune et qui lui a dit, tu dois envoyer ton chef de la diplomatie à Madrid. On te le demande. Tebboune leur a dit, mais non, nous, on n'est pas partisans de ce conflit. Non, pour les Américains, tu es partisan. Pour les Américains, le problème du Sahara occidental ne concerne pas que le Maroc et le Polisario. Il concerne le Maroc d'abord, l'Algérie ensuite, le Polisario après, et la Mauritanie. Les États-Unis ont compris que ça n'a pas de sens pourquoi passer par le curé ou par le prêtre? Ils vont mieux s'adresser au bon Dieu. Le Polisario dans cette affaire du Sahara occidental, ce n'est que le curé et le prêtre. C'est l'Algérie le bon Dieu dans cette affaire-là. Donc les Américains veulent réunir les vrais décideurs pour trouver une solution. Et la solution au Sahara occidental, au problème du Sahara occidental, elle est entre les mains des Algériens, des dirigeants algériens, des dirigeants marocains. Ça, ils l'ont passé sous silence. Après, ils ont dit, dans les derniers articles comme tout sur l'Algérie par exemple, qui est un article commandé, ils ont dit l'Algérie était membre observateur. Non, c'est pas un membre observateur. La dernière résolution de l'ONU qui a été publiée, qui a été adoptée fin octobre 2025, elle dit clairement que les parties prenantes de ce conflit, c'est l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et le Polisario. Elle n'était pas en tant qu'observateur. Le conflit du Sahara occidental ne sera jamais résolu si l'Algérie ne donne pas son accord. Si l'Algérie ne soutient pas une certaine position, n'adopte pas une certaine attitude. Donc le régime algérien était gêné. D'un côté, il dit, moi je plie pas, et Tebboune, pourquoi Tebboune est dans des sales draps? Parce la question la doctrine du régime algérien autour du Sahara occidental, elle date pas de l'époque Tebboune. L'Algérie, elle soutient le Polisario depuis de très longues années. La différence, c'est que Tebboune, il en a fait une affaire sacrée. Ça me dit, hein? Tebboune, il en a fait une affaire sacrée. C'est-à-dire, c'est une affaire nationale. Il a mis la question sahraoui sur le même pied d'égalité que la question palestinienne. Et il en parle chaque jour. Sahara occidental, 8 jours. Il en a fait son principal pilier de sa politique étrangère.
Bouteflika, il est légitime, mis à part Boumediene, parce que Boumediene était en guerre contre Hassan II, il y avait des batailles à Mgala, etc. Il y avait la guerre des sables. Mais les régimes après Boumediene, de Chadli Benjedid jusqu'à Bouteflika, le Sahara occidental est une affaire de principe, mais pas un pilier de la politique étrangère. Pas un pilier, pas le prisme à travers lequel l'Algérie adopte ou révise ou évalue son comportement et ses relations avec les autres pays. Bouteflika n'a jamais rompu les relations avec la France ou avec l'Espagne parce qu'ils ont soutenu la marocanité du Sahara occidental. Jamais de la vie. Et à l'époque, ils la soutenaient pas officiellement, mais ils étaient beaucoup plus proches de la feuille de route marocaine, comme la France par exemple, que du principe de neutralité. Tebboune, il en a fait une affaire sacrée. Il a utilisé la feuille du Sahara occidental pour alimenter la marocophobie en Algérie. Donc, demain, du jour au lendemain, avec Donald Trump, on lui dit, allez, vas-y, tu dois venir. Tu dois venir négocier avec toi. Tu dois venir pour parler. Il peut pas l'assumer. D'un côté, il dit la souveraineté nationale, et personne ne dicte ma conduite, et l'Algérie n'a peur de personne, et l'Algérie se contrefiche de tout le monde, et l'Algérie c'est un pays souverain, et du jour au lendemain, il y a Donald Trump, il envoie son envoyé spécial, et il te dit, je te veux la semaine prochaine à Madrid. Et Ahmed Attaf, il est venu la veille à Madrid, il a assisté au pourparlers, et l'Algérie va assister à tout le processus. Pourquoi? Parce que c'est Donald Trump qui le veut. C'est Donald Trump qui le veut. Et Tebboune ne peut pas dire non à Trump. Et d'ailleurs, heureusement que Donald Trump est là, parce qu'à un moment donné, la Sahara occidentale, il faut qu'il soit résolu, il faut qu'il soit réglé. Ça ne peut pas durer. Ce conflit doit être réglé. Quand on parle tôt ou tard, à bon gré, mal gré, ce conflit doit être réglé. Et l'Algérie ne peut pas rester dans la position de l'impasse. Parce que la stratégie de l'Algérie, c'était de prolonger le statu quo au Sahara occidental le plus longtemps possible pour contenir le Maroc, pour bloquer le Maroc, pour l'affaiblir. Cette stratégie ne marche plus. Puisque les plus grandes nations du monde soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc autant négocier un principe, une solution qui garantirait, qui offrirait à l'Algérie une sortie honorable, et que pour les Arabes une sortie honorable, et qui ramènera la paix au Maghreb. Koussi, notre question, quel est votre avis sur la vente de la Russie à l'Algérie comme premier client exclusif voilà. Alors l'Algérie n'était pas le premier client exclusif des avions de 5e génération, c'est ça. C'est le Sukhoi, les dernières générations de Sukhoi. Il y avait l'Égypte auparavant qui voulait commander, ensuite elle a annulé. Il y avait l'Inde, je sais que l'Inde elle a voulu commander, ensuite il y a eu un problème. L'Algérie c'est le premier client qui a reçu. Et effectivement c'est Sukhoi. L'Algérie a toujours été un grand client d'industrie militaire russe. L'Algérie, en réalité, n'a pas le choix. Personne ne lui vend des armes. C'est le problème. Parce qu'il y a certains Algériens et Algériens qui essaient de croire que c'est une performance. C'est une réalisation. D'abord, ce n'est pas une performance d'acheter des armes aux autres. Ce serait une performance si nous étions nous-mêmes les fabricants de nos propres armes. Et encore, on a acheté une quantité limitée de ces avions-là. Et l'Algérie, elle a acheté elle a d'abord, parce que je vois, il y a pas mal encore une fois, de désinformation qui circulent, parce qu'il y a des vidéos d'un sénateur américain qui a demandé des sanctions contre l'Algérie, etc. Mais l'administration américaine, depuis Joe Biden jusqu'à même Donald Trump, elle était au courant. L'Algérie, elle avait informé les États-Unis d'Amérique qu'elle allait acheter ces avions militaires russes. Et elle a, je dirais même, obtenu même la caution et le feu vert des Américains, à condition que ces armes soient achetées à une quantité limitée et pour juste garantir un équilibre de force avec le Maroc. C'est tout, pour équilibrer un rapport de force avec le Maroc. Parce que le Maroc, il est armé, il est en train d'acquérir les dernières générations de technologies militaires israéliennes et américaines, surtout israéliennes. L'Algérie, elle se doit, au nom du principe de l'équilibre et de la précaution, de se moderniser et de s'équiper. Donc c'est de bonne guerre. L'Algérie a le droit d'acheter les armes qu'elle veut. C'est pas parce qu'elle achète des armes russes ou des avions de dernière génération, comme les Sukhoi, qu'elle va pour autant attaquer le Maroc ou un autre pays. Donc c'est pas vrai. La Russie, elle est en manque d'argent. Son industrie militaire, elle a besoin de fonds et d'argent. Donc elle vend à qui il veut acheter. Ces avions ont eu du mal à se faire vendre. Contrairement à ce qu'on pense, ces avions ne sont pas aussi redoutables et aussi super développés, aussi ils n'ont pas une certaine supériorité technologique. Donc ils ont eu beaucoup de mal à se vendre, à se faire vendre en tout cas.
il y a eu énormément de concurrence et l'industrie militaire russe, elle commence à respirer parce que le conflit ukrainien, il va vers sa fin et que l'industrie militaire russe, elle est beaucoup moins saturée au départ de 2022 à 2025, elle était totalement saturée. La Russie a livré très peu d'armes à l'Algérie. Parce que les grandes unités de fabrication d'armement russes étaient dédiées exclusivement exclusivement aux besoins de l'armée russe pour le front ukrainien. Pour le front ukrainien. Donc, l'Algérie a attendu jusqu'à 2026 pour récupérer quelques armes modernes. Mais l'Algérie aurait aimé. Elle a des besoins de modernisation. Franchement, on a fait de cette affaire une affaire d'État. On lui a donné une dimension. On l'a surdimensionné. On a exagéré l'importance et les enjeux de cette affaire-là. C'est pas la première fois que l'Algérie achète des armes russes modernes. L'Algérie n'a pas le choix. Les pays occidentaux ne veulent pas lui vendre des armes. Ne veulent pas. Les États-Unis d'Amérique ont tant trop vu la démarche de vendre des armes à l'Algérie. Mais les armes les plus sophistiquées, il n'y a que la Russie. Même la Chine et l'Inde n'ont pas envie de vendre beaucoup d'armes, des armes sophistiquées à l'Algérie. Il y a un problème, c'est que l'Algérie a du mal à s'approvisionner en armes modernes au-delà de son fournisseur classique et traditionnel qui est la Russie. Il y a des rapports historiques et traditionnels et les Russes, ils vendent aux Algériens parce que les Algériens, ils payent bien les Russes et il n'y a pas de fournisseur potentiel ailleurs. Honnêtement. Et jamais les Américains ne vont vendre à l'Algérie des avions de chasse très modernes. Pour des raisons géopolitiques, pour des raisons idéologiques aussi, l'Algérie, même si elle est l'amie des États-Unis d'Amérique, elle a une position diplomatique sur certains dossiers qui ne correspondent pas aux intérêts américains. Donc les Américains, ils ne vont vendre leurs armes qu'à des pays amis. La Russie, elle est beaucoup plus neutre que les États-Unis d'Amérique, elle a besoin d'argent, et encore, les Russes ne donnent pas les armes les plus sophistiquées à l'armée algérienne. Ils vendent au compte-gouttes. Merci Rapti Rouazati. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le débat avec vous est toujours passionnant. Il est passionné parce qu'encore une fois, on sort de, comment dirais-je, on sort des limites classiques des médias et du journalisme et on essaye de s'attaquer à des sujets très complexes et on parle surtout des dessous de l'information. Alors, dans une émission classique, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Alors, Abdel, est-ce que selon toi, l'Algérie sera obligée d'accepter que le Sahara soit un Marocain? S'il y a une résolution de l'ONU, oui. Si les Nations Unies finissent par reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, oui. L'Algérie ne peut pas passer outre, ne peut pas à elle seule affronter toute la communauté internationale. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est que les Marocaines et les Marocains sont trop enthousiastes. Et eux aussi, ils versent dans des discours qui sont factuellement faux. Pour le moment, c'est pas encore acté. Le Sahara marocain n'est pas encore acté. Au niveau des Nations Unies, le Sahara n'est pas encore considéré comme marocain. On parle toujours du Sahara occidental. On parle toujours d'un territoire à décoloniser. Les deux autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie, même s'ils se sont beaucoup rapprochés du Maroc, même s'ils ne sont pas trop impliqués dans le soutien au Polisario, là ils tiennent pas forcément, ils n'ont pas vraiment une vision très pro-algérienne dans la question du Sahara occidental, ou c'est pas stratégique pour eux, mais pour autant ils n'ont pas encore cautionné officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il y a une évolution positive de ce conflit vers les intérêts du Maroc et l'agenda du Maroc, mais c'est pas encore conclu. C'est pas encore enterré. Le Sahara occidental non marocain, c'est pas un problème non réglé. C'est pas un problème qui est définitivement réglé. Après oui, c'est la Russie et la Chine finissent par reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Je pense que c'est plié, etc. Et l'Algérie ne peut qu'accepter le verdict de la communauté internationale. Alors, le sujet du Sahara occidental, il passionne beaucoup, encore une fois. Mais c'est très difficile de trouver des journalistes objectifs sur ce conflit. Vraiment très très difficile. Et ça, le malheur. Encore une fois, ne lisez pas la presse algérienne, ne lisez pas la presse marocaine.
Alors, le patron. Abdou, tu m'as déçu. En quoi je t'ai déçu, le patron? Est-ce que tu peux me dire comment je t'ai déçu? J'ai pas compris. Tu pourrais m'expliquer. J'aimerais bien te répondre. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je devrais te décevoir. Je vois pas pourquoi je devrais te décevoir. J'imagine que c'est le sujet du Maroc, je crois. Si c'est le sujet du Maroc, est-ce que tu peux me dire à quel moment et pourquoi je t'aurais déçu? Sachant que je suis que journaliste. Hein. Je suis là pour informer, pour donner l'information, offrir un décryptage, une analyse. Je suis pas là pour prendre parti, encore une fois. Médoche, est-ce que le nationalisme et le populisme empêchent un développement véritable de l'Algérie? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Médoche 45. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je crois au patriotisme, je ne crois pas au nationalisme. Pour moi, le nationalisme est une idéologie dangereuse. Pour moi, le nationalisme, c'est le rejet de l'autre. C'est l'enfermement sur soi, c'est le repli sur soi, et c'est une hiérarchie, c'est privilégier le soi sur l'autre. Et c'est le rejet de l'autre, et ça peut être de la discrimination, le nationalisme ouvre la porte au racisme, à l'exxénophobie, à la haine, etc. Moi, je suis pour le patriotisme. Le populisme, alors là, c'est une maladie dangereuse. En Algérie, c'est devenu pire que le virus du Covid-19. C'est pire que le coronavirus. C'est vraiment pire, mais vraiment pire. Quand on voit comment Abdelmajid Tebboune parle, les mensonges, les faux chiffres, les fausses annonces, les manipulations, les déclarations mensongères, les déclarations totalement infondées, alors là, quand on voit des ministres qui Kamel Rizek, etc., le patron qui veut qu'on débatte avec lui. Le patron, est-ce que tu peux me poser des questions en direct? Je ne maîtrise pas encore l'outil du débat, le live. Je préfère que tu me poses la question en direct parce qu'on maîtrise pas. C'est pas de la censure, mais vraiment, je ne maîtrise pas. On t'a live, on bat etc. Après, s'il se passe quelque chose, je pourrais pas maîtriser. Moi, je préfère le patron que tu nous poses des questions. On vous a promis, avec encore un peu de maîtrise, un peu de temps, on fera des débats en live avec nous, nos abonnés, ou là, nos compatriotes, ou là, nos amis étrangers, etc. On a juste besoin de temps pour apprendre à maîtriser les outils. Donc le patron, tu peux nous poser des questions par écrit et je répondrai avec grand plaisir et tu m'expliques comment et pourquoi je t'aurais déçu. Alors je réponds, quand on voit ce que Kamal Zik, par exemple, les ministres algériens, les wali algériens, les hauts responsables, quand ils se déplacent sur le terrain, les visites sur le terrain, devant les caméras, ils bombent le torse, ils insultent, ils essaient de se montrer sévères, etc., alors que leur bilan est catastrophique. Le populisme, il a ruiné la crédibilité de l'Algérie actuelle. Il existait en Algérie depuis toujours. Mais à un moment donné, le populisme était content. Avant, par exemple, il y avait Sellel qui faisait des blagues, qui déconnait, qui faisait des déclarations populistes, etc. Mais voilà, il y avait certaines limites. Ça dépassait pas certaines limites. Avec l'Algérie de Tebboune, en personne, il est populiste. En personne. ويسب وكذا واللي يحقر الجزائر مازال ما ولداتوش يماه des expressions populistes, un langage de rue, une certaine vulgarité, encore une fois un discours qui est non maîtrisé, basé sur des fake news, beaucoup d'inexactitudes, des chiffres trafiqués, des fausses promesses. Ça vraiment, ça tue le pays. Alors, le patron, j'attends toujours qu'ils nous disent en quoi je l'ai déçu. A16, A2, à t'écouter, rien qui va en Algérie. Alors, A16, 2, il y a des choses qui vont en Algérie, mais qui ne sont pas du mérite de Abdelmajid Tebboune. Alors, je ne dis pas que rien ne va en Algérie. Je dis que l'Algérie de Tebboune ne va pas bien. Et que rien ne va dans l'Algérie de Tebboune. En Algérie, il y a eu des acquis, etc., qui datent de l'époque d'avant Tebboune. Et quand je t'invite à regarder notre émission, qu'on a fait la dernière fois, Abdelmajid Tebboune a dépensé 670 milliards de dollars, 670 milliards de dollars en 6 ans. 6 ans. 770 milliards de dollars. Si tu trouves que l'Algérie d'aujourd'hui, avec 670 milliards de dollars de dépenses, elle va bien, ou là, t'as bu quelque chose. Des pénuries, des coupures d'eau, des vieux bâtiments qui datent de l'époque coloniale, pas de nouvelles capitales, pas de TGV, des gares qui datent de l'époque coloniale, un salaire moyen de même pas 200 €, une voiture qui devient plus chère que le diamant,
des pénuries de pneus, un pouvoir d'achat en chute libre, des haragas, des Algériens qui se sont exilés avec 670 milliards de dollars de dépenses que le régime Tebboune a dépensé en 6 ans, et nous avons des milliers d'Algériens et d'Algériens qui supplient pour avoir la résidence en Espagne ou qui postulent qui ont fait la harga, qui ont fui le pays massivement et qui rêvent de devenir un résident européen. Donc il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va pas bien. Si tu me dis que c'est quelque chose qui va bien, hein, j'aimerais bien débattre avec toi. Qul li qu'est-ce qui va bien? Attends, qu'est-ce qui est positif dans l'Algérie de Tebboune? Donne-moi qu'est-ce qui est positif dans l'Algérie de Tebboune. Je vous défie de me donner une réalisation positive qui a été faite à l'époque de Tebboune. Donnez-moi. Je suis prêt à débattre. L'Algérie de Bouteflika, oui. 11 stations de dessalement dans le mer, 7 tramways dans cette ville, le métro le plus moderne d'Afrique, plus de 3 millions de logements, des projets de stade, palais des conventions au Club des Pins, la grande mosquée d'Alger, Oran Jeux méditerranéennes, Oran pour les Jeux méditerranéens à Oran, Tlemcen, capitale de la culture islamique, Alger, capitale de la culture arabe, le festival panafricain, Constantine, capitale de la culture arabe, Bouteflika, Bna, oui. Je sais pas, montrez-moi ce que Tebboune il a fait. Et là, ce jour-là, je vous dirai oui. Amiroche, tu as fait quoi pour l'Algérie à part te prostituer au Merzen? Je vous dis Amiroche, Allah yahdik. C'est dommage que tu portes le nom d'Amiroche, d'un grand personnage de l'histoire, et que tu t'exprimes avec autant de bassesse. C'est vraiment dommage. Je plains Amiroche qui se retourne dans sa tombe. Alors, qu'est-ce que l'huile de table, Azul Abdou, voilà. Le patron, il a disparu, il n'a pas voulu nous associer. J'aimerais bien, encore une fois, qu'il nous dise en quoi j'étais déçu. Il y a beaucoup de... Partagez, s'il vous plaît, partagez massivement ce live, s'il vous plaît, tapotez. Ne laissez pas mettre l'homme chez son le live et leur signalement, etc. Alors, de AE, une analyse sur la détention du journaliste français Christophe Glaise. On a fait une dizaine d'analyses. J'ai fait une dizaine d'analyses, mon cher ou ma chère AE. AE. C'est original ça. Et c'est un otage. Christophe Glaise est un otage. C'est l'otage de Tebboune pour négocier avec les Français un accord. Un compromis. C'est un otage. C'est tout. Je l'ai dit, c'est un otage. Ce dossier, il est vide. Christophe Glaise, on lui reproche deux choses. De préparer un livre sur la mort d'Albert Bossé, le joueur camerounais qui est mort en 2014 dans des circonstances désastreuses et scandaleuses à Tizi Ouzou, l'ancien joueur de la GS4 Kabylie. Et il aurait pris 500 € de Farhat Mahani et du MAC pour les donner à la famille de Albert Bossé. C'est tout. C'est le seul crime, le seul tort de Christophe Glaise. Il n'a jamais été impliqué dans une enquête contre le régime algérien. Il n'est pas politisé. Il n'est pas ni proche de la droite ni de l'extrême droite. Il n'a rien à voir avec les lobbies anti-algériens. Il n'a jamais dérangé quoi que ce soit et quiconque en Algérie. C'est un otage. Tebboune le prend pour un otage. S'il y avait demain un autre journaliste, d'un autre courant, d'un autre média, il l'aurait pris Tebboune. Tebboune a besoin d'un otage pour arracher à la France un compromis ou une concession dans des dossiers chauds, comme par exemple le dossier d'MLTZ. Où il y a des mandats d'arrêt internationaux contre des officiers des services secrets algériens. C'est tout. C'est un otage. On l'a expliqué, on l'a dit 1000 fois. Dossier vide. La preuve que c'est un otage. Quand Ségolène Royal était à Alger, elle a été autorisée à aller le voir. Que lui. Pourquoi aller le voir? Parce qu'elle voulait constater de elle-même pour qu'il allait bien, qu'il était bien traité, qu'il ne lui manquait rien, et pour qu'elle rassure ses parents, et pour qu'elle rassure l'opinion publique française. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un otage. Il fallait donner des preuves qu'il est bien traité, qu'il est en vie. C'est comme un gang, une mafia qui a détenu quelqu'un. Et elle doit montrer des preuves de bienveillance, qu'il est traité avec bienveillance, pour qu'elle obtienne sa rançon. C'est un otage. Il y a plusieurs Français qui sont dans les prisons algériennes. Pourquoi Ségolène Royal est parti voir que Christophe Glaise et pas les autres franco-algériens ou français tout court? Parce que lui est un otage. C'est tout. Terminator, pourquoi il ferme la porte à l'importation des pneus et autres? Parce que Abdelmajid Tebboune, il a accès, il est en train
déterminé de baser sa politique, de sa gouvernance économique sur le principe de la préservation des réserves de change. Tout ce qui est réserve, tout ce qui touche aux réserves de change, Tebboune l'interdit. Tebboune, il a un seul objectif, que les réserves de change ne s'épuisent pas, pour ne pas aller vers l'endettement extérieur. Comme Bouteflika, avant de partir, il a laissé une quarantaine de milliards de dollars dans les réserves de change, Tebboune Jetou Hashhouma, il a honte de laisser derrière lui un bilan économique désastreux, comme il n'a pas permis à l'Algérie de s'enrichir, comme il n'a pas su déconstruire l'Algérie, comme il n'a pas su transformer l'Algérie en un pays émergent, il veut laisser les réserves de change un matelas de sécurité. Parce qu'il sait très bien que s'il n'y a plus de réserves de change, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, les réserves de change on l'a déjà expliqué, nous avons encore une fois une même pas une soixantaine de milliards de dollars. En réalité, nous avons 25 à 26 milliards de dollars, c'est de l'or, et une trentaine de milliards de dollars, même pas une trentaine de milliards de dollars, de liquidité. En liquidité, on a une trentaine de milliards de dollars. Moins de 30 même. Le reste, c'est de l'or, c'est des actifs en or que l'Algérie détient. Et comme l'or et le cours de l'or, il a explosé, nos réserves de change se maintiennent. Mais l'or ne représente qu'une partie de nos réserves de change. En liquidité, il ne nous reste pas beaucoup d'argent. Le Saad Majid El-Tebboune le sait. Donc, il limite les importations, il appauvrit le peuple. Bien sûr, les voitures de luxe pour l'État et les autorités, les services de sécurité et l'armée sont importées. Mais l'Algérien mesquin, il peut ni une pièce détachée, ni un pneu, ni un petit véhicule. Voilà pourquoi. Alors, l'équipe, une autre question. Alors, je vois qu'on parle beaucoup. Les questions sont en train de trop rapides, Yashma. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Je vois une question. Jason, la mine de Rajbilet est-elle rentable? Pas du tout. Pas du tout, Jason. Je l'ai expliqué, on a donné les preuves, on a donné les démonstrations. On a fait, je pense, de belles enquêtes là-dessus. D'ailleurs, vous avez été très nombreuses et nombreux sur nos enquêtes. On a même la dernière émission qu'on a faite, on a expliqué comment ils utilisent un minerai de fer importé pour le blending. C'est quoi le blending? Si elle était rentable. Si Rajbilet pouvait être rentable, pourquoi ils font du blending à Oran pour le donner qu'est-ce qu'il a fait pour le vendre, pour le donner à Toshelli. Toshelli, il a fait quoi avec Toshelli? Ils ont fait quoi avec Toshelli? Ils ont ramené du minerai de fer qui est pur, qui n'est pas pollué par le phosphore, ils l'ont mélangé avec le minerai de fer de Rajbilet à hauteur de 20-30% uniquement pour le minerai de fer de Rajbilet, et ça a donné un minerai de fer propre. L'Algérie, elle importe du minerai de fer pour faire le blending. Il faut attendre jusqu'à l'année prochaine apparemment pour voir est-ce que la déphosphoration, elle va marcher, ça va fonctionner à coût de 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards de dollars avec les partenaires chinois. Ça va nous coûter très cher. Jalil Slama l'a expliqué, moi je l'ai expliqué, beaucoup d'experts l'ont expliqué, mais bon, Tebboune ne veut écouter personne parce qu'il veut faire croire aux Algériens et aux Algériens que c'est une belle réalisation. Parce qu'il n'a fait que cela. Comme il n'a pas eu d'autres idées, la seule idée de Tebboune est d'exploiter une mine. Et pour lui, c'est une performance. C'est-à-dire, au lieu de faire des énergies renouvelables, la bourse, les start-up, créer des usines industrielles, aller dans la transformation industrielle, transformation économique, technologique, etc. Comme il n'a pas de projet, il sait faire qu'une seule chose, c'est d'exploiter les mines. Donc quand on lui dit que Rajbilet n'est pas rentable, n'est pas bon, on est accusé d'être des traîtres, on est accusé d'être des salopards, on est accusé d'être pas des Algériens, etc. Or, il n'est pas rentable. Je le répète, et je vous défie. On va se voir, parce que la dernière étape du projet Rajbilet, c'est 2040. Même en 2040, on va faire les comptes. Il ne sera jamais rentable. Et je vous dirai, Rajbilet sera pire que le scandale sur la traque. Après le départ de Tebboune, vous allez voir les scandales de corruption c'est l'un des plus gros scandales de dilapidation d'argent public. Et on l'expliquera plus tard, on est en train de travailler là-dessus. Le patron, Khouya, je voulais organiser un débat avec toi. Les Marocains, avec les Marocains, tu m'as dit OK. Bien sûr, le patron. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis prêt à débattre avec les Marocains. Je débat chaque jour avec les Marocains. Bien sûr, je suis prêt à débattre. Il faut juste me dire de quel Marocain il s'agit. Il faut débattre avec des gens sérieux, qui sont modérés. Moi, je ne débat pas avec des extrémistes. Non. Moi, je suis prêt. Bien sûr, je suis prêt à débattre. Je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais refusé le débat. Ni avec les partisans du régime Tebboune, ni avec les opposants, ni avec les partisans du palais royal marocain, ni avec ses opposants, ni avec...
Je débat avec tout le monde tant que les règles du débat soient respectées. Tant qu'il y a du respect, pas d'insultes, pas de calomnie, pas d'appel à la haine, pas d'appel à la violence, il faut que le débat soit constructif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu penses... Est-ce que Tebboune... J'ai vu une autre question tout à l'heure. Ah, t'aimes vraiment l'Algérie, honnêtement? 94 octobre. T'as 94 acrobate. D'abord, je n'ai pas approuvé. Pourquoi je devrais prouver si j'aime l'Algérie ou pas? C'est mon pays, c'est ma relation intime avec mon pays ne me concerne que moi. Et ça veut dire quoi aimer l'Algérie honnêtement? Ça veut dire quoi? Et d'aimer l'Algérie honnêtement, c'est embrasser le pied de Tebboune. Et dire que Tebboune il est le meilleur président du monde. Et que tout ce que fait le régime Tebboune, c'est magnifique, c'est sexy, c'est joyeux, c'est très beau, etc. Avec l'amour, je te le garde. Tu te le gardes à mon ami. Pour moi, comme disait un grand philosophe américain, un véritable patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. L'amour de l'Algérie, c'est de défendre les Algériens et les Algériens. C'est de défendre la vérité. C'est de défendre les libertés publiques et individuelles. C'est de défendre la démocratie. C'est de défendre les détenus politiques. C'est de dénoncer les emprisonnements arbitraires. C'est de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. C'est ça l'amour de la patrie. أما كري وان تو تري فيفا الجيري وتحيا عمي تبون أنا عمي تبون ما نحبوش. J'aime pas تبون. Donc إذا تبون il est écrit dans le Coran دايرو في القرآن وحنا ما قريناش ولا تبون هو ولا le pilier de l'Algérie أنا هذه ما نعرفهاش. Moi je sais que l'Algérie elle existait avant Tebboune, elle existera après lui. Donc c'est ma réponse la plus honnête d'ailleurs. Un avis sur l'extension du port phosphaté de Annaba et le développement de la ligne minière. Encore une fois, à eux, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Ce projet est encore une fois. Je l'ai expliqué hier. Regardez l'émission que nous avons fait hier sur Sonatrach. Monsieur Abdelmajid Tebboune, on vous ment. En juin 2025, récemment, l'Algérie a donné un contrat avec l'italien Saipem pour faire les études de faisabilité. On appelle ça un contrat FID, c'est-à-dire les études et tout ce qui est études et conception du projet phosphaté de Tbessa. L'étude n'a pas été terminée. L'étude n'est pas terminée. Saipem n'a pas livré son étude FID. Alors comment je vais construire un chemin de fer et faire l'extension du port minier alors que les installations de production du phosphate ne sont pas prêtes, n'ont pas été lancées. Rien n'a été fait de ça. C'est comme avec Rajbilet. Le minerai de fer, il est pollué, il n'est pas rentable, mais je fais un train à plus de 3 milliards de dollars. En réalité, presque 7 milliards de dollars. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas le train qui va produire le phosphate et le fer. Le train ne va que transporter. Mais si le train ne va pas transporter le phosphate qui n'est pas produit, il ne sert à rien. Il faut que d'abord qu'on voit cette étude FID, l'étape FID de Saipem, cette étude de faisabilité, cette étude d'avant-projet, pour ensuite lancer l'EPC, c'est-à-dire l'étape de la construction, choisir un constructeur, des constructeurs mondiaux pour construire et pour créer et mettre en place le projet industriel de phosphate de Tbessa. Et ensuite, on en parlera. Mais c'est pas le train la priorité. La priorité, c'est qui va réaliser le projet de Tbessa, les infrastructures, la Oued Kibrit, Tbessa, etc. Qui va se charger de sa transformation, qui va se charger de sa commercialisation. On devait le faire avec les Chinois, de CITIC, depuis l'époque de Bouteflika. Le projet de phosphate n'est pas le projet de Tebboune, c'est le projet de Bouteflika. C'est Oued Qaddour, là, Abdelmamoun Oued Qaddour, il a ramené la plus grande société en Chine. Les Chinois, il allait ramener, ils étaient prêts à dépenser 80% de ces 6 milliards de dollars nécessaires. On a chassé ces Chinois, on a saboté le projet. On a ramené 2 sociétés chinoises, on a expliqué qui étaient de piètre qualité et qui n'avaient pas les capacités financières pour mobiliser l'argent et les fonds nécessaires. Tebboune s'est énervé, il a compris qu'il a été arnaqué et qu'il a été flouté. Il a décidé de confier le projet à Sonatrach. Sonatrach n'est pas spécialisé dans le phosphate. Sonatrach, sa filiale Asmidal, elle est mal gérée, elle est catastrophique. Si c'est Sonatrach qui va gérer le phosphate de Tbessa, on est mal barré. On est mal barré. La preuve,
Moi, je parle avec les faits. أنا ما نتكلمش بالمشاعر. أنا نتكلم بالحقائق. Moi, je parle avec les vérités. Fertial. Qui ne connaît pas Fertial dans le domaine des engrais? Parce que le phosphate, on va fabriquer des engrais phosphatés. L'Algérie, maintenant, maîtrise des engrais azotés. Avec Fertial, on avait le groupe espagnol Velamir. Ça marchait très bien. Depuis qu'il y a eu des problèmes avec les Espagnols et les autorités algériennes et Sonatrach, ils sont partis. Sonatrach, elle a racheté. Asmidal est propriété Sonatrach à 100%. Regardez Fertial, dans quelle situation financière elle se trouve. Catastrophique. La production a chuté, déréglée. Et le problème, il est l'une des entreprises les plus rentables de l'Algérie à l'époque, avec les Espagnols de Villarmir, du groupe avec les Espagnols, elle est devenue l'une des entreprises les plus instables. Alèche, pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi je vais donner moi un projet à Sonatrach qui n'est pas dans le phosphate? Asmidal, elle est mal gérée. Dans les engrais, les deux usines, les deux sociétés qui marchent bien, Algéro Mal'Oumanine, Awa, et la Sorfert, les Égyptiens les Égyptiens et les Émiratis, Fertiglobe. Tassawiris, Sorfert Awa, c'est les deux qui marchent et qui fonctionnent. Donc c'est pas normal de redonner ce projet à Sonatrach qui déjà avec sa filiale Asmidal, elle a du mal à gérer ses propres chantiers. Il faut revenir à l'étape de 2018 et rappeler encore une fois CITIC, c'est la seule solution. Loman, à ton avis, pourquoi on ne trouve pas les opposants marocains sur les réseaux sociaux? C'est faux. Il y a beaucoup d'opposants marocains sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément. Il y a, au Maroc, ils ont même l'équivalent de MRDZ. Il vit au Canada, depuis Montréal. Il dénonce, il critique, il dénonce le Mkhzen, les hauts responsables du palais, etc. Il ne lâche personne. C'est complètement faux. Il y a beaucoup d'opposants marocains. Ils ont des sites internet, ils ont des chaînes YouTube. Certains ont fait de la prison au Maroc, ils sont réfugiés à l'étranger, etc. Ils parlent et s'expriment. C'est tout. Mais personne, il faut juste se documenter, il faut juste lire, il y a juste le Maroc, comme il n'y a pas une répression aussi musclée, aussi brutale, aussi violente, comme le Maroc, c'est une dictature douce. Douce par rapport à l'Algérie et la Tunisie. On entend moins parler. On entend beaucoup moins parler. Mais réellement, ils existent, ils sont actifs, ils ont leurs partisans, je pourrais vous donner des cas et des exemples concrets, on en parlera. Rahim 07, est-ce que Tebboune osera triturer la Constitution une énième fois malgré les oppositions de ça? Oui, il a déjà osé. Il a déjà osé. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a compris les 7 ou 10 propositions qui ont été faites à la fin du mois de janvier par la présidence de la République, par Boualem Boualem, directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, lors d'une conférence organisée au Palais des Nations à Club des Pins? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a compris? Notamment 2 ou 3 propositions qui concernent une période de transition. Ça veut dire quoi, une période de transition? Pour éviter l'instabilité, pour éviter une coupure, ou je ne sais pas comment le terme qui a été utilisé par les termes précis qui ont été utilisés par les propositions de la présidence algérienne. C'est qui s'en rappelle? Qui a compris quelque chose? Même pas qui s'en rappelle, il faut juste lire ces propositions. Ou je parle d'une période de transition. Bien sûr qu'il a envie. Il a envie de rester au pouvoir, 2 années supplémentaires, on l'a expliqué, on a donné les mécanismes, on a fait des révélations, on avait même expliqué de quel article de loi ou quel article de la Constitution il allait être utilisé, et comment cet article de la Constitution il a été bloqué, et pourquoi ça n'a pas réussi par la suite, parce qu'il y a l'opposition de l'institution militaire qui a dit non, on ne veut pas d'un bout de fléchabis, on ne veut pas courir le risque de connaître, de subir la même crise politique que celle de février 2019. Et c'est tout.
C'est la réalité. Alors, DZ Ever, s'il te plaît, Daniel Syed, c'est le frère de celui que tu avais interviewé l'an dernier? Non, pas du tout, c'est pas le frère. C'est Hamid Syed. C'est son cousin. C'est pas son frère, c'est son cousin, DZ Ever. Ça n'a rien à voir avec lui. Et son cousin, ils sont originaires du même patelin du côté d'Arzazga. Mais ils ne sont pas frères. Daniel Syed, il s'appelait Ammar, appelé Amirouche, on a parlé de lui, etc. Il est parti vivre, il a émigré en Suède très jeune, alors que Hamid, il est venu s'installer en France. Jésus. C'est dur quand Jésus te pose une question quand même, t'as peur. Hein. Quand Jésus te pose une question et te dit, pensez-vous qu'il y aura un mur entre l'Algérie et le Maroc? C'est à vous, Jésus, de nous dire, de nous répondre en fait. Non, il y a pas de mur, il y a déjà des tranchées. Il y a un mur idéologique, il y a un mur politique, il y a un mur diplomatique. C'est la vérité, il y a déjà un mur. Il y a déjà un mur. Physiquement, il y a des tranchées, mais déjà un mur. Je veux dire, même si demain les autorités algériennes ou les autorités marocaines veulent construire un mur, ça ne servira pas à grand chose, c'est de l'argent délapidé, puisque les deux pays sont déjà séparés par un mur, qui est le mur de la haine en ligne, de la manipulation, de la guerre diplomatique, de la guerre d'information, de la guerre froide et de la guerre psychologique. Ce mur existe là, existe déjà. Et justement, notre rôle à nous, l'élite, est de le faire tomber, ce mur. De le faire tomber pour que les deux pays puissent se réconcilier, parce que l'avenir de nos deux pays sont liés. Et la prospérité du Maroc ou la prospérité de l'Algérie ne pourra jamais avoir lieu, ne pourra jamais voir le jour si les deux pays ne coexistent pas pacifiquement et fraternellement. Hamtop ou Hamshop, où est Jelous Lama? Il est en prison? Il a été emprisonné. Juste parce qu'il a dit dans une émission de télévision que ce projet pourrait ne pas être rentable, que ce projet rencontre des difficultés et il risque de ne pas être rentable. Il est en prison. Il est en prison. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? On a emprisonné un gars qui a juste un expert, économiste, patriote, intègre, chef d'entreprise, père de famille, juste parce qu'il a critiqué dans une émission de télévision avec des arguments scientifiques, en se basant sur la logique économique, le projet de Rajbilet. Le projet de Rajbilet est un projet sacré. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie dont on doit être fier. C'est ça, aimer son pays, c'est se taire. Accepter cette injustice. Accepter cette hogra. Accepter cet arbitraire. Eh ben, alaikum. Celles et ceux qui se sont tus et qui n'ont rien dit et qui n'ont pas dénoncé ou qui ont applaudi l'incarcération de Jelous Lama, ce sont des criminels, des délinquants, que l'histoire les condamnera un jour ou l'autre. C'est un grand plaisir de vous retrouver à Jma'at al-Khair. Le débat est très passionnant. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager le live. N'oubliez pas de le tapoter surtout. Partagez au maximum s'il vous plaît. On finit à 23h30. Allez, encore un quart d'heure. 23h30, on arrête le live. Allez. Une dernière... Tom, est-ce que les coupables des 250 000 morts algériens dans la décennie noire seront un jour jugés? En Algérie, pas en Algérie, en tout cas, c'est pas possible, parce que la loi sur la concorde civile et la réconciliation nationale qui empêche toute poursuite judiciaire en relation avec ces événements dans la décennie noire. Donc juridiquement, c'est verrouillé, on ne pourra pas. Il faudrait peut-être qu'il y ait un autre pouvoir, un autre président qui arrive, qui remet en cause et qui propose un autre référendum à la population, parce que ça a été voté, je rappelle, la concorde civile, ça a été voté, donc c'est pas un président de la République, c'est pas moral ou c'est pas, il n'est pas permis, même si légalement il peut remettre en cause toutes les lois et tous les engagements en Algérie, parce que le président de la République en Algérie il a de larges pouvoirs, il a toutes les prérogatives, mais il faudra passer par un autre référendum. Hask 005 et les hydrocarbures que l'Algérie vend en quantité à Israël. Tu en parles quand, Abdo? J'en ai déjà parlé, Hask. Tu en as déjà parlé. Tu n'as qu'à aller voir nos émissions, etc.
On a expliqué, il y a eu des cargaisons, du gaz algérien et des hydrocarbures qui sont passés. Par contre, l'Algérie ne vont pas directement. L'Algérie ne vend pas directement à Israël, elle vend à un opérateur qui s'appelle Vitol, qui est un trader sur les marchés mondiaux qui rachète les matières premières, et Vitol les prend par là, et il passe par la Grèce, il récupère la cargaison en Grèce, et il envoie le gaz et le pétrole vers Israël. Les autorités algériennes le savent, ils l'ont même approuvé. Vitol n'a pas caché qu'il revendait aux Israéliens. Et voilà. D'abord, l'Algérie ne peut pas d'ailleurs commander à Vitol, aux autres opérateurs, aux autres traders sur le marché mondial de ne pas acheter son gaz. Comment on va faire? Et l'Algérie n'a pas le droit de dire, elle vend son gaz sera revendu, son pétrole sera revendu. Elle n'a aucun mot à dire là-dessus. Si elle commence à faire chier, à emmerder les revendeurs ou les grands traders ou les sociétés internationales qui rachètent et qui revendent des matières premières, elle va se retrouver blacklistée. Voilà, on n'est pas le number one dans la production mondiale du gaz, ni le number one dans la production du pétrole. On ne domine pas outrageusement la production du gaz et du pétrole. Donc on ne peut pas venir comme ça et imposer notre agenda. Ça n'a pas de sens. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'idéologie, et ça suffit. C'est pas... L'Algérie ne peut pas, ça n'a pas de sens de ne pas vendre. Les Israéliens peuvent racheter, c'est comme avec le pétrole et le gaz russe. Les Européens l'ont racheté autrement depuis l'Inde, depuis les Émirats, etc. Ça, on le sait très bien. Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie. C'est une hypocrisie de dire je ne vends pas à Israël, je ne vends pas à... Le marché mondial ne connaît pas d'idéologie, il n'y a pas de... Les considérations idéologiques n'ont aucune place sur les marchés mondiaux. Donc l'Algérie ne fait pas exception à cette vérité. Alors, Desert Ever, Naftal, comment ça se fait qu'avec tes révélations, Hussein Elizou n'a pas été incarcéré? Franchement, Desert Ever, moi je ne demande pas l'incarcération des gens. Moi, je ne fais pas des révélations pour que les gens soient incarcérés ou pour que les personnes citées ou ciblées ou citées dans nos investigations soient emprisonnées. Moi, je suis contre les emprisonnements. Je le répète, moi, les emprisonnements, j'y suis contre. Je suis contre la banalisation de l'emprisonnement. Et cette semaine, d'ailleurs, bizarre que personne n'a posé la question là-dessus, hein, tout le monde est insensible à cela apparemment, nous avons eu un mort, une personne qui est morte. Une personne qui est morte, qui est morte dans le cadre de la détention préventive, c'est l'ancien directeur général du stade de 5 juillet. Et alors qu'il n'a même pas été encore jugé. La prison, elle doit être exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle. Moi, je désapprouve totalement. Je le répète et je le dis, je désapprouve totalement les emprisonnements. Pour les délits économiques, etc., je suis contre. Je pense qu'il y a des mesures de confiscation, il y a du sursis, il y a d'autres peines alternatives, le bracelet électronique, la privation des libertés, d'autres mesures privatives qui seraient plus utiles. Je ne vois pas l'intérêt de jeter en prison des gens qui ont volé de l'argent. Voler de l'argent, on doit récupérer de l'argent. Maintenant, il y a pour certains scandales qui ont causé des préjudices énormes pour le trésor public et l'économie nationale. Oui, là, je peux le comprendre. Mais je ne crois pas que ça a été le cas de Naftal et de Lizou. Rahim07, est-ce que tu as été approché par les services des consulats pour signer le document de la repentance? J'ai été approché. On m'a invité à faire partie de l'Mshaml, effectivement. Ouais. J'ai entamé des négociations pour l'Mshaml. On m'a proposé, j'ai négocié, et malheureusement les négociations n'ont pas abouti, puisque ce que j'avais demandé ne m'a pas été satisfait, et je n'ai rien demandé, à l'exception de 3 conditions: qu'on arrête de persécuter ma famille, 2, qu'on me garantisse que si je rentre en Algérie, on va pas m'emmener en prison, etc., qu'on me laissera m'exprimer, et travailler en tant que journaliste indépendant. C'est tout. Les 3 conditions que j'ai exigées. C'est même pas des conditions, c'est de l'évidence. Moi, si je retourne dans mon pays, j'ai envie de rester journaliste libre et indépendant.
Est-ce que je peux rester libre et indépendant? Est-ce que je peux enquêter? Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux commenter librement l'actualité algérienne? Est-ce que je peux faire des interviews, poser des questions gênantes, etc. Et ça ne m'a pas été accordé. Et comme ça ne m'a pas été accordé, donc pour moi, voilà. Pour moi je n'ai rien signé, il n'y a pas de repentance. De quelle repentance il s'agit d'ailleurs? Il n'y a pas de repentance. Moi, j'ai rien fait de mal pour me repentir. Je n'ai pas tué. Moi, je ne suis pas un terroriste. La terminologie de repentance, ils ne me l'ont pas proposé, la vérité. Les interlocuteurs avec lesquels j'ai discuté, ils ne m'ont jamais parlé de repentance. Ils m'ont parlé d'un processus de réhabilitation où je rentre dans mon pays, où je serai, mes affaires judiciaires seraient assainies et régularisées, etc. Mais je n'avais pas les garanties nécessaires et suffisantes, d'abord pour ma sécurité et ensuite pour l'exercice de mon métier en tant que journaliste indépendant. Quand je vois que Abdelhalim Zrich, pour un simple commentaire sur Facebook, il rentre en prison, comment je peux rentrer? Comment je peux rentrer? Allez, Abdelhalim Zrich, leur ami, leur zélateur, leur serviteur, ils l'ont emprisonné, ils l'ont incarcéré. Donc Abdou Sammar à Alger, s'il fait un commentaire, ou s'il fait une émission critique, ou s'il fait une enquête, ou s'il se lance dans une quelconque investigation, et j'imagine ils vont me décapiter. Ils vont même pas m'emprisonner, ils vont me décapiter sur le champ. Soyons sérieux. C'est le régime Tebboune, je vous l'ai dit 1000 fois, avant de se réconcilier avec les exilés algériens, il doit se réconcilier avec les Algériens eux-mêmes qui habitent en Algérie. Avant de parler de liberté pour les exilés algériens, il doit donner les droits, il doit garantir les droits civiques et les libertés publiques et individuelles des Algériens et des Algériennes qui sont là en ce moment en Algérie, incarcérés dans des affaires de délit d'opinion, dans des affaires de politique. Le jour où il y aura des journalistes libres qui vont s'exprimer en Algérie, ce jour-là, moi je pourrais rentrer et je pourrais être rassuré. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, je ne veux pas rentrer aujourd'hui pour finir en prison. Et je mets un boule. Je suis peut-être courageux, je suis peut-être fou, je suis pas cinglé à ce point. Je vais pas aller en Algérie pour dire Tahia Hamid Tebboune, ça je peux pas le faire. Je le ferai pas, je l'ai dit. Moi je le ferai pas. Moi, je veux être libre, un journaliste libre et indépendant. Il y a une loi. Et dans le cadre de la loi qui m'empêche de m'exprimer, d'enquêter, de faire mon travail, c'est pas une loi digne de ce nom. J'espère que j'ai été clair à Rahim, si y a d'autres questions, je suis là. Voilà, Rahim, j'espère que j'ai été clair, encore une fois, si tu as d'autres questions, je suis là. Samy de Casa, il y a un projet de loi aux USA pour inscrire le Front Polisario sur la liste terroriste. Qu'en penses-tu? Tu n'as pas un projet de loi. C'est une proposition qui a été faite et formulée par certains sénateurs qui n'a pas encore abouti et qui ne risque pas d'aboutir. Ce sont des sénateurs pro-marocains, très proches des lobbies israéliens et marocains, qui ont voulu donc faire cette proposition, qui est farfelue pour une raison simple. Le Front Polisario, c'est une petite milice, il s'en prend pas aux civils. Les affrontements armés s'étaient arrêtés depuis 1991. Maintenant, ils ont repris de façon sporadique, mais il n'y a pas de guerre réellement. Le Front Polisario, franchement, il faut arrêter d'exagérer. C'est pas un groupe, c'est pas Hamas, c'est pas Hezbollah, c'est pas les Houthis. C'est une petite milice. C'est une petite milice qui n'a pas du tout, qui ne peut même pas inquiéter l'armée marocaine, qui n'a jamais inquiété réellement de façon sérieuse l'armée marocaine. Et c'est un conflit isolé dans les fins fonds du Sahara. Ça fait 2-3 morts par an. C'est un conflit invisible, il n'intéresse pas du tout la communauté internationale. Il y a des conflits beaucoup plus graves, il y a des foyers de tension beaucoup plus graves, comme le Soudan, par exemple, comme le Congo-Kinshasa, avec la frontière avec le Rwanda, comme ce qui se passe en Birmanie. Il y a vraiment pire ailleurs. Donc je ne pense pas du tout que ce projet de loi, qui est pour moi folklorique, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait classer le Polisario comme acteur terroriste, alors qu'il est reconnu par l'ONU comme étant un interlocuteur légitime pour régler la question, le problème diplomatique, le problème de la décolonisation du Sahara occidental, le problème du devenir ou de l'avenir du Sahara occidental. Merci beaucoup Ejma'a de partager maximum ce live, ça a été un grand plaisir. Allez, dans 8 minutes on met fin. J'aurais aimé rester plus longtemps avec vous. Je vous aime beaucoup et je vous aime bien.
Haït, Atamoros et les missiles sur Smala. Oui, mais c'est quoi comme missile, franchement? C'est des actrices isolées, c'est très rare où les missiles, le Polisario tire. C'est vraiment, franchement, le Polisario fait, même en jouant à la PlayStation, il peut pas faire mal au Maroc. Faut arrêter, c'est un conflit. Il y a eu quelques missiles, comme les drones marocains, de temps en temps, ils neutralisent quelques personnes, mais c'est un conflit vraiment de très faible intensité. De très faible, attendez, il n'y a jamais eu d'attentat, en tout cas depuis 91, depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais eu d'attentat sur le sol marocain, il n'y a jamais eu d'action clandestine sur le sol marocain, etc. Le Polisario n'a jamais été dangereux. Sur le plan militaire, il n'a jamais été dangereux. Donc franchement, soyons honnêtes, voilà. C'est vraiment, la télévision algérienne, elle prend des images complètement falsifiées pour montrer le Polisario en train de tirer des missiles qu'il ne possède même pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'équipe? Allez, 7 minutes, on termine. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Roberto Monaco, est-ce que rompre les relations diplomatiques avec les Émirats est une bonne chose pour l'Algérie? Pas du tout. Pas du tout, mon cher ami. Pas du tout, c'est même une très mauvaise chose. Très mauvaise chose. D'abord, aux Émirats Arabes Unis, il y a plus de 40 000 Algériennes et Algériens. Je le rappelle, il y a même pratiquement 50 000. Il y a des Algériens et des Algériens qui vivent aux Émirats, qui ont fait leur carrière aux Émirats, qui ont prospéré aux Émirats. Et je ne parle pas des binationaux qui sont installés aux Émirats, qui prennent avec un passeport français, mais qui sont d'origine algérienne, qui sont algériens à la fois. De deux, c'est un pays important, les Émirats. C'est l'un des investisseurs les plus importants sur le continent africain. C'est une place financière importante. C'est un carrefour commercial important. Pourquoi rompre avec les Émirats? On a un problème avec les Émirats, il faut dialoguer, il faut trouver des solutions à ce problème. Il faut affronter les problèmes. C'est quoi des rompre avec les Émirats? Les Émirats, c'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie, attention. C'est pas le Mali, c'est pas le Niger. C'est un pays hyper stratégique. Il y a des grandes multinationales qui sont basées aux Émirats. Il y a les plus grandes multinationales de ce monde, leurs divisions MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, sont basées aux Émirats. On a des investissements très importants émiratis en Algérie. La plus importante usine de fabrication de véhicules militaires, c'est les Émiratis, avec l'armée algérienne. C'est les partenaires exclusifs de Mercedes en Algérie, pour l'armée algérienne, pour l'usine de Tiaret. Ou comment on va faire? Last time. L'exclusivité de la fabrication des cigarettes américaines en Algérie, c'est les Émiratis. Ce serait complètement con, c'est bête. Il ne faut pas rompre avec les Émirats, il faut dialoguer avec eux, leur trouver des solutions. Il y a un problème, il y a une solution. Il faut que l'Algérie défende ses intérêts, mais en dialoguant. À quoi ça sert d'avoir des diplomaties, des diplomates, des ambassadeurs? Moi, je comprends pas. À quoi ça sert d'avoir le ministère algérien des Affaires étrangères s'il faut rompre avec tous les pays avec lesquels nous avons un problème? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. La rupture, elle est une très mauvaise. D'ailleurs, Tebboune n'est pas capable de la faire. Regardez, s'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Il commence par rompre, il a rompu les liaisons aériennes parce qu'il ne peut pas aller vers la rupture des relations diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a la Ligue arabe qui va se retourner contre lui. Et là, qu'on le veuille ou non, il y a quelques tensions entre Abu Dhabi et Riyad. Mais ne vous inquiétez pas, les monarchies du Golfe, ils te font oublier. S'il y a des liens tribaux, il y a des liens familiaux, il y a des liens historiques. Dites à Tebboune de rompre avec les Émirats, et vous allez voir comment les conseils des monarchies du Golfe, comment il va se retourner contre l'Algérie, comment la Ligue arabe va se retourner contre l'Algérie, comment l'organisation de la conférence islamique va se retourner contre l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Quelle est la solution pour toi pour l'Algérie actuelle? Mais c'est pas le temps de laisser les 4 dernières minutes, la solution. Mon cher ami, ça, il faut toute une émission. Et d'ailleurs, je ne cesse de proposer des solutions. La solution, elle se tient en 3 mots. Démocratie. Développement. Je dirais, il y a 3 D. Démocratie, développement et lutte contre le déclin. Hamlik est la solution pour l'Algérie. Donc il n'y a pas une démocratie en Algérie. Donc il n'y a pas un véritable développement économique en Algérie. Tant qu'on n'arrive pas à stopper le déclin culturel et le déclin idéologique et le déclin économique de notre pays, l'Algérie sera toujours dans une impasse. Très simple, pas compliqué, il ne faut pas 1000 discours. Franchement, c'est 3D. Développement, démocratie
et fin du déclin. Démarrage de la croissance, redémarrage, il y a 3D. Il y a pas d'autre solution. M'appelle comme je m'attelle encore 3 minutes. Allez, 3 minutes les amis. Allez, encore un dernier coucou. Partagez maximum ce live. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Ça a été un plaisir, merci beaucoup d'être présent ce soir avec nous. طولنا عليكم بزاف. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu alors une autre question, j'allais dire ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce live et ça fait plaisir de vous retrouver. Alors Maroc éternel, pourquoi vous avez pas osé attaquer le Maroc? J'ai pas compris. Il s'appelle Maroc éternel et me demande pourquoi d'abord j'attaque pas les pays, je critique. Je n'ai pas attaqué, moi je suis pas. Moi j'attaque, moi j'attaque pas, je suis pas un chien. Je suis pas un chien de garde. Je suis pas un loup, je suis pas un animal, je suis pas un chasseur, je suis pas un animal qui cherche une proie. J'attaque pas, je critique. J'ai critiqué le Maroc, j'ai critiqué les autorités marocaines. J'ai fait une émission avec un opposant marocain lors de des manifestations de la génération 212. C'était à la fin de l'année 2025. Et là, on a parlé de la dictature au Maroc et on a parlé des dérives dictatoriales au Maroc. Nous avons publié sur Algérie Part une enquête sur la fortune de Mohamed VI. Donc, c'est pas vrai. On critique le Maroc quand il est critiquable. On critique. On n'insulte pas. On n'attaque pas. On critique. L'Algérie, j'attaque pas le régime algérien. Je le critique. Je ne les insulte pas. Alors, j'ai jamais touché à la vie privée de Tebboune. J'ai jamais touché à la vie de ses enfants. Je les ai même défendus. Je n'ai jamais touché à leur honneur, à leur considération. Donc, je ne sais pas, je critique. Azmar Amal, arrête de faire semblant de ne pas avoir compris la question. Il parle de 2021. C'est-à-dire 2021. J'ai pas compris. C'est passé quoi en 2021? Nous avons toujours critiqué le Maroc quand il était critiquable. Et nous le critiquerons toujours. Et nous critiquerons toute autorité, toute entité, ou tout régime qui est critiquable. Mais on n'attaque pas. On n'est pas dans la haine. On est dans l'information. Les journalistes n'attaquent pas. Les journalistes critiquent, ils décortiquent, ils analysent, ils enquêtent, ils informent. Ils n'attaquent pas. Ils dénoncent les dérives. Oui, le journaliste dénonce. Quand le Maroc emprisonne des personnes pour leurs opinions, je le dénonce. Le jeune influenceur algérien sur TikTok ou qui a été emprisonné pour une vidéo gag, je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé. Et j'ai appelé la justice marocaine à le relâcher. Et j'ai trouvé cet emprisonnement comme honteux. Donc je suis très sincère et très clair. Encore une fois, après, je suis algérien. Moi, ma priorité, c'est l'Algérie. Moi, je me bats pour changer mon pays. Il y a au Maroc suffisamment de journalistes valeureux où je pense que le Maroc, il est capable d'enfanter des journalistes malheureux. Des journalistes malheureux. C'est un lapsus. Il y a des journalistes malheureux en Algérie comme au Maroc. Il y a des journalistes valeureux au Maroc, il y a des opposants marocains qui parlent de leur pays. Je ne vais pas faire la leçon au Maroc quand dans mon propre pays, la situation des droits de l'homme, de la démocratie, du développement économique, elle est désastreuse et elle est chaotique. Je suis juste honnête et sincère. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. La guerre évitée de justesse en 2021, j'en ai parlé. Azmar, j'en ai parlé. C'était grâce à l'intervention américaine et grâce à l'intervention européenne. J'en ai parlé, j'ai consacré toute une émission là-dessus. J'en ai parlé, il faut juste voir, il faut juste vous documenter. J'en ai parlé. Mais dans une guerre, il y a deux adversaires. Il n'y a pas, malheureusement, dans l'histoire du Maroc et de l'Algérie, dans le conflit algéro-marocain, il n'y a pas un agresseur contre un agressé. Il y a deux pays belliqueux qui se cherchent, qui veulent imposer leur vision de l'avenir du Maghreb et qui sont incapables de dialoguer et de trouver des solutions. Tout simplement. J'en ai parlé. J'en ai parlé encore une fois. Et il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Mais il n'y a pas de tabou dans le cadre de l'honnêteté. Je ne vais pas faire de la propagande anti-marocaine ou de l'algérophobie ou de la marocophobie. Je dénonce l'algérophobie et la marocophobie. Les deux régimes sont malheureusement antidémocratiques, anti-liberté d'expression et ils violent les droits de l'homme. Donc, je les dénonce.
dans des proportions raisonnables, en se basant sur des faits. Sur des faits. C'est tout. Alors comme ça, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense qu'on a fait 1h30. C'était largement suffisant. C'est un match de football. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux et nombreux.